Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du trophée Oleguelia. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve, on parlera des coureurs au top, des flops également de cette journée comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir également sur la chaîne, il y a une vidéo sur le parcours du Giro 2025. Voilà, on a enfin eu le temps de l'analyser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez faire un super thanks pour me soutenir, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, parce que plus vous cliquez rapidement sur une vidéo après sa mise en ligne, plus la vidéo est mise en avant. Eh bien, édition 2025 du Trophée Oleguelia. Toujours un parcours aussi technique. Voilà, c'est technique, hein, la descente, notamment de la grosse difficulté est vraiment pas évidente. C'est vrai qu'on a toute la partie le long de la mer où là ça va, c'est pas trop compliqué. Mais il y a toute une portion où c'est vrai que la montée déjà, vous avez des virages qui sont vraiment des grosses épingles et puis la descente assez technique. Alors elle n'est pas forcément technique parce qu'il y a beaucoup de pentes. En fait le problème c'est que vous avez beaucoup de végétation, donc vous ne voyez pas très loin du côté de cette descente. Et en plus, vous avez des barrières qui sont très proches de la route. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas mettre autant d'angles que vous souhaitez au niveau du vélo, c'est un peu compliqué de ce côté-là, parce qu'il y a toujours des barrières, des petites cordelettes à un moment, parce qu'il y a un petit parking, enfin voilà, il y a toujours des petits éléments qui vous gênent. Et oui, ça a encore été une édition en suspense, que l'an dernier on avait eu un gros suspense avec Lenny Martinez qui avait résisté à Christen. Et cette fois-ci, on a eu un gros suspense avec un groupe de 4 qui s'est joué la victoire. Et on a failli avoir un 5e coureur qui était pas très loin derrière, qui a fait également une bonne journée. Donc non, c'est toujours une course sympa, le Trophée Oleguelia. C'est la reprise du calendrier italien. Mais ouais, c'est toujours un petit peu sympa parce que tout le monde a envie de se montrer. C'est un parcours où vous pouvez faire des différences, mais en même temps, la descente permet de revenir. Si vous n'êtes pas doué en descente, c'est très compliqué d'être performant sur cette épreuve. Et c'est vrai que moi je l'ai découvert l'an dernier, puisqu'avant elle n'était pas filmée, hein. Je connaissais les résultats de cette épreuve, mais cette épreuve n'était pas filmée. Et j'avais vraiment bien aimé. Et cette année, j'ai pris encore du plaisir à voir ces 50 derniers kilomètres de cette épreuve. Donc non, ça fait partie des courses intéressantes du calendrier. Alors oui, c'est pas la liste de départ hein, d'un Paris-Nice ou d'un Tirreno, mais parfois il y a aussi des courses de Coupe de France ou de Coupe d'Italie, de Coupe de Belgique qui peuvent être très intéressantes au niveau du parcours. C'est le cas du Trofeo Leguelia. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Et oui, pas toujours de résumé sur toutes les vidéos, non, c'est surtout qu'il va y avoir déjà Paris-Nice et il va y avoir le biathlon, il va y avoir le tour de destination, qui est un programme qui est extrêmement chargé pour ce week-end. Donc voilà, on se fait une petite semaine un petit peu plus calme. Du côté des coureurs top, eh bien, Juan Ayuso. Non, bah aujourd'hui... Alors, il n'a pas super bien couru. C'est un peu comme Van Der Poel hier sur le Samin, mais c'est vrai qu'il s'est isolé extrêmement tôt. Morgado l'a lâché à 20 bornes de l'arrivée. Ce qui est surprenant, parce que la UE venait quand même avec une belle équipe, mais Ayuso a été lâché assez tôt. Après, moi je me suis dit, quand je l'ai vu partir à 20 km de l'arrivée, je me suis dit, oh, il va faire l'écart tout de suite, il connaît bien le parcours, il était là l'an dernier, enfin voilà, ça fait depuis plusieurs années qu'il fait cette épreuve-là. Je me dis, allez, il va réussir à lâcher tout le monde. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que Scaroni résiste autant. Et c'est vrai que Scaroni a vraiment bien résisté pendant toute la journée. Mais à la fin, sur un sprint, il est dur à battre parce qu'il a beaucoup de punch. Ayuso, c'est pour ça que je le compare tout le temps à Contador. Pour moi, c'est sur cette cap. Ce sont des grimpeurs, mais qui ont un énorme punch. Et c'est vrai que dans des sprints comme ça, en petit comité, il est rarement battu Ayuso. Hein. Dans ce genre de situation, il arrive toujours à en mettre un petit peu. Alors normalement, il arrive toujours à éviter d'être dans ce genre de situation, mais quand il est dans ce genre de situation, c'est vraiment un coureur qui est pas mauvais.
Et puis, oui, non, c'est un coureur qui est talentueux. Hein. Bon, on en a déjà parlé de Ayuso, je ne vais pas revenir sur la carrière de Ayuso. C'est un coureur qui est talentueux, mais qui doit encore apprendre. Voilà. Et là, aujourd'hui, ouais, il m'a fait un peu peur, parce que je me suis dit, à 20 bornes de l'arrivée, ouais, il sait tôt sur un parcours comme ça. Je me disais, bon, j'espère qu'il va pas se mettre dans le rouge avant la descente. Ça n'a pas été le cas, mais il n'arrivait pas à lâcher les autres. Foncièrement, il y a Scaroni s'accrochait toujours dans la montée. Paulels était un peu en difficulté, mais arrive à revenir. Storer nous a fait une belle course. Et je me disais à quel moment il arriverait à s'en sortir. Ayuso et dans le sprint. Parce que dès qu'il a lancé son sprint, en gros, ça a été comme Van Der Poel ou Vibus hier. Il n'y a personne qui a été en capacité de suivre. Il y avait 2 divisions d'écart. Voilà. Il y avait la première division du sprint, la deuxième division dans le sprint. La deuxième division était très serrée. Mais c'est vrai qu'Ayuso a été très solide aujourd'hui. Et une belle victoire. Il enchaîne. Ça va devenir le nouveau Mark Hirschi de UAE, c'est-à-dire qu'il enchaîne les résultats, mais pas sur les courses où il y a Pogacar. Sur les courses où il y a Pogacar, c'est Pogacar numéro 1. Mais après, ça lui permet d'apprendre aussi, et sur ces courses-là en Italie, de tâter le terrain, parce qu'il sera sur le Giro, et il y aura une belle bagarre peut-être avec Adam Yates, parce que les deux, je pense, ne s'apprécient pas énormément suite au Tour de France de l'an dernier. Donc ça va être intéressant même de suivre ça du côté du Giro, parce qu'on a bien compris que Adam Yates il serait leader, et on a bien compris qu'Ayuso il serait leader aussi certainement, et que l'un ne roulerait pas pour l'autre. Ça je crois qu'on peut déjà se le mettre dans la tête. Et du côté d'Ayuso, ouais, là il marque quand même des points aujourd'hui sur ce résultat, et puis je me dis, Ayuso, dans d'autres courses, il a le talent également de faire la différence. C'est un coureur qui peut être bon sur les classiques. Pour le moment, il a pas tant montré que ça sur les classiques. Voilà, c'est un coureur qui a des très bonnes qualités punchy. Non, qui a beaucoup de qualités à Ayuso. Beaucoup de qualités. Il a un gros défaut, c'est qu'il n'est pas très humble. Voilà, c'est qu'il sait qu'il est fort. Et il le sait. Mais des fois, il faut savoir être plus humble par rapport à l'approche du cyclisme. Plus modeste par rapport à l'approche du cyclisme. Ça, on en avait déjà parlé lors de la Drôme classique, mais c'est bien 2 victoires en 2 courses, un peu comme Mark Hirschi en fin d'été, début d'automne l'an dernier. Scaroni, lui il marche sur l'eau en ce moment, Scaroni. Hein. Il a un niveau en ce moment qui est assez dingue. Christian Scaroni, ça fait depuis le Tour de Murcie, hein. En gros le Tour de Murcie où il est dans l'échappée avec Tim Wellens. Depuis, on n'arrive pas à le déloger, non, il est en super condition. Ce qui permet de voir que Buitrago, c'était peut-être en fait pas si mal, hein, sur la Classique VAR, sur le Tour de la Provence, parce que Scaroni, il est vraiment dans une forme olympique. Après, certains, toujours bien entendu, le spectre du dopage, il est chez Astana, on sait qu'il y a eu des cas de dopage chez Astana, mais moi je me dis, il a que 27 ans. En fait, Scaroni. Donc je pense c'est un coureur, on sait qu'il avait les qualités, hein, punchy, ça on les connaissait, ces qualités-là punchy, mais il n'arrivait pas forcément à les mettre en place, un peu comme Battistella, aussi, qui est maintenant chez EF, mais les deux étaient chez Astana, et je trouve avaient un peu les mêmes soucis, c'est que c'était des bons coureurs, mais qui n'avaient pas forcément un gros collectif autour d'eux, et c'est vrai que là-dessus, Astana a quand même fait un pas mauvais recrutement dans ce domaine-là, et je pense surtout c'était peut-être des coureurs qui manquaient un peu de confiance. Et là, Scaroni, lui, il a chopé la confiance. Il a chopé la confiance avec les résultats au fur et à mesure. À voir qui peut se mêler avec Tim Wellens, qui peut se mêler avec Buitrago. Au bout d'un moment, oui, tu te dis, tu peux aller chercher les meilleurs. Et puis, ça va peut-être bien bosser pendant l'hiver. Peut-être moins de pression sur les épaules aussi. Même si cette course au point est là, il y a un peu moins de pression. Et puis, Astana a réussi un énorme début de saison. Donc, la dynamique positive, ils l'ont. Combien de temps ça durera, ça c'est la grande question, mais la dynamique positive ils l'ont du côté d'Astana, et c'est vrai que Scaroni là aujourd'hui face à Ayuso, je sais pas je pense qu'à 20 bornes de l'arrivée il pouvait faire la différence dans la dernière montée du circuit, pas la dernière montée du circuit, pas le Capo Mele, la montée d'avant, je sais jamais le nom de cette côte.
Il faudra peut-être même que je regarde pour pas être trop emmerdé. Dans le Kola-Mikeri. C'est dans le Kola-Mikeri, je pense que dans l'avant-dernier passage, il pouvait lâcher Ayuso. Je pense que dans le dernier passage, il y a un moment, tu vois, qu'il s'accroche quand même. Qu'il a un petit, en fait, il n'est pas totalement dans la roue d'Ayuso quand Ayuso accélère. Donc pour revenir, ça lui a coûté un peu d'énergie à ce moment-là. Je pense qu'à 2 tours de l'arrivée, il était vraiment en capacité de lâcher Ayuso. C'est la seule déception qu'il peut avoir Scaroni aujourd'hui. Après deuxième, ça fait 150 points UCI. Bon, voilà, du côté d'XDS Astana, il y a Bettiol qui prend la 7ème place, ça fait 60 points UCI. Bon, bah, c'est encore une journée extrêmement bien remplie du côté du collectif de cette formation. Velasco ramène encore 5 petits points avec sa 19e place. Donc oui, bah, tu as encore une journée à pas loin de 200 points sur une course qui pourtant n'est qu'une 1-1. Donc non, non, une Pro Series. Non, c'est une Pro Series, pardon. Mais oui, non, du côté de Scaroni, en ce moment, il est en forme. Quand on regarde il a déjà dû battre le nombre de points UCI qu'il avait marqué l'an dernier. Hein. Ouais, il est déjà au-dessus. Il est à quasiment 800 points UCI de marqué. 800 points UCI, c'est exceptionnel. L'an dernier, il est même au double, je pense, de l'an dernier. Ouais, l'an dernier, il était à 524. Il n'est pas encore au double, mais il va être au double avant la fin de... Pardon, j'ai eu un rototo avant la fin de la saison, mais c'est quand les mecs disent qu'il vient de nulle part. Enfin, je suis désolé, mais il fait 4e l'an dernier d'une étape d'une Giro et 5e d'une autre étape d'une Giro. Pour quelqu'un qui vient de nulle part, c'est quand même plutôt pas mal. Il a fait l'an dernier, il est déjà 4e du trophée Olegwedia, donc il est déjà dans le bon groupe. Hein. 4e d'une étape du Tour de l'Algarve, il vient pas de nulle part. Scaroni. Donc en ce moment, il est 11e du Giro dell'Emilia l'an dernier, par exemple. Donc en ce moment, non, il marche sur l'eau, ça c'est clair et net. Hein, il surperforme, mais comme son équipe. C'est-à-dire qu'Astana en ce moment, ça performe dur. On verra si ça tiendra plus longtemps, mais c'est vrai que c'est un coureur qui a du talent. Et puis, c'est un coureur qui a connu un moment difficile. Hein. C'est vrai que quand il était chez Gazprom, il fait partie de ceux qui étaient chez Gazprom en 2022, donc quand il y a eu la guerre en Russie, donc il a dû changer d'équipe. Sauf qu'il y a eu 3-4 mois où il n'avait rien, Scaroni. Et puis en plus, il a eu du mal à se montrer. Contrairement à Vacek, contrairement à d'autres coureurs qui ont réussi à retrouver un contrat sans trop de difficultés, parce qu'ils avaient montré des bonnes choses. Scaroni, ça a été plus compliqué. Il y a eu 3-4 mois vraiment de pause voilà, où il n'avait pas d'équipe. Donc non, il faut saluer aussi quand les mecs ils ont connu des périodes difficiles, qu'ils arrivent à revenir. Enfin, qu'ils arrivent à revenir ou qu'ils arrivent à avoir un bon niveau. Et il a que 27 ans. Donc en gros, je pense que c'est un mec à maturité un petit peu plus tardive. Voilà, il y en a également dans le cyclisme. On poursuit avec Giovanni Carboni. Tiens, un autre Italien qui a changé d'équipe, Carboni. Il est désormais chez Unibet. Lui qui était chez Timucchio, qui est passé par Kern Pharma, qui était également chez Gazprom, tiens, aussi. Non, c'est bien pour Giovanni Carboni. Pas un mauvais début de saison, parce que 4e de la dernière étape du Tour d'Andalousie, où il avait fini 15e déjà du classement de cette course, 17e au Trofeo Calvia, 5e là aujourd'hui, 20e à la Drôme Classique. Là, il est ressorti dans le final. Alors, très clairement, l'homme invisible qui s'est découvert sur les 5 dernières minutes. Parce qu'on ne l'a quasiment pas vu de la journée. Chez Unibet, on a plus vu Christian Decking que Giovanni Carboni. Mais il a vraiment fait un dernier tour, je pense, de folie. Parce qu'il n'était même pas au niveau de Louis Barret dans le Colle Micheli. Donc il était assez loin, hein, je pense, à l'approche du dernier tour, du Colle Micheli, pardon. Et il a vraiment super bien fini, Giovanni Carboni, qui est un coureur qui va avoir 30 ans fin août prochain, et qui, chez Unibet, doit se montrer, parce qu'il n'a qu'un contrat d'1 an. Donc là aussi, il faut montrer où on en est. Mais Unibet, c'est pareil, hein. On parlait d'Astana, là aussi on est sur une énorme dynamique du côté de cette formation avec Lucas Kougis. Je pense qu'on a bien bossé pendant l'hiver, le staff est performant, est efficace, ça fait des résultats depuis le début de saison. Il y a un moment, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs coureurs, il ne suffit pas d'avoir le plus gros budget, il faut aussi le staff, il faut aussi les bonnes stratégies, la bonne approche de la course. Je pense qu'en ce moment, Unibet l'a.
Et Bastien Thiéma, il faut saluer le travail qu'il effectue parce que ça marche. Quand tu vois Christian King aussi dans l'échappée, c'est peut-être le coureur le plus fort de l'échappée. Donc en ce moment, il fait du bon boulot. Il fait du bon boulot avec des coureurs qui pourtant, voilà, Carboni chez JCL, bon, il remporte le Tour du Japon, il fait des bons résultats en Asie, mais en Europe, c'était plus compliqué. Chez Kern Pharma, c'était encore plus compliqué pour lui. Il n'était pas aussi bon. Donc là, le fait de le voir vraiment à un super niveau carbonique, et en plus c'est un coureur qui a aussi une très bonne pointe de vitesse, hein. Profil puncher. Heureusement qu'il est parvenu, parce que s'il était revenu dans le groupe un petit peu avant, dans le groupe de 4, il aurait peut-être pu faire 2 même, Giovanni Carboni. Mais non, ça fait plaisir pour lui. Et puis ça fait plaisir pour Unibet parce que je trouve que c'est une équipe qui fait du bon boulot. Je le disais déjà l'an dernier. Et je trouve que là, vraiment, cette année, c'est vraiment pas mal ce qu'ils arrivent à faire en prenant beaucoup plus. Enfin, il y a plus d'ambition dans cette équipe et on veut vraiment essayer de rivaliser avec les meilleures structures. On verra combien ça marquera de points à la fin de la saison. Et je pense que c'est une équipe qui va récupérer des invites en 2026 sur plus de courses. Même déjà, peut-être sur la deuxième partie de saison 2025, ils auront peut-être beaucoup d'invitations. Et en 2026, vu ce qu'ils montrent, c'est quand même pas mal pour les invitations. Et oui, il y a des équipes, notamment Total Energy, qui devraient se méfier de ce que fait Unibet, parce qu'en ce moment, ça bosse bien du côté de cette formation. Et puis je termine avec Louis Barret. Belle journée de Louis Barret. Je trouve qu'il fait même un beau début de saison avec Intermarché, hein. Il vient de Arkea, Louis Barret. Et je trouve que depuis le début de saison, là, ça se passe plutôt pas mal. Ça m'a rappelé Louis Barret de 2023, qui avait fait aussi une première partie de saison intéressante en 2023. Et puis ça s'était un peu ralenti derrière. Et là, je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes du côté de Louis Barret. Alors là, c'est dommage, il craque un peu sur la fin. Parce que je pense qu'à un moment il pouvait être devant Sheffield, voilà, il aurait pu peut-être être 1 ou 2 places devant, mais il craque un peu, je pense, sur la fin du col à Michele, et puis ensuite il a un peu du mal, voilà, à finir. Ça reste quand même un bon résultat pour lui, un début de saison, on le voit beaucoup. Louis Barret avec Intermarché, c'est peut-être même l'un des coureurs d'Intermarché qu'on le voit le plus en punch et en montagne, avec une 10e place autour des Alpes-Maritimes, on l'avait vu dans beaucoup d'échappées, 6e de la Classique VAR. Ouais, il a toujours été dans le top 20 depuis le début de saison. Sur toutes les courses auxquelles il a participé, il était dans le top 20. Donc c'est très intéressant. Il sera sur les Strade Bianche au mois de mars. Et puis Paris-Camembert pour lui en avril, avant le Tour du Pays Basque. Et les 3 classiques ardennaises à son programme du côté de Louis Barret. Donc on va suivre ça pour ce coureur qui, c'est vrai, chez Arkea avait fait des bons résultats encore une fois en 2023 et ça avait été plus compliqué en 2024. Donc là, il a bien réussi à se relancer du côté d'Intermarché. Une belle recrue pour Intermarché parce que ça apporte des points. C'est peut-être même le mec qui a apporté le plus de points à l'équipe. L'un des becs. On va regarder ça, tiens, tout de suite. Intermarché. .uci. Non, bien entendu, c'était pas le bon classement. Les points. C'est le 3e en points UCI. Derrière Arne Marit et Binyam Girmay. Mais bon, devant Zimmerman, devant Kobe Gosson, devant Lorenzo Rota. Donc non, c'est vraiment bien ce qu'il fait Louis Barret sur cette première partie de saison. Et en points Pro Cycling Stat, et bah, c'est à égalité avec c'est devant Girmay même. Donc non, il est vraiment bien devant du Lorenz Rex, devant du Gerben Tyson. Pour l'instant, c'est un très très bon début de saison que nous réalise le Français. Là, aujourd'hui, c'était vraiment pas mal. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, eh bien, on commence avec la Ineos. Alors, les résultats aujourd'hui sont pas catastrophiques, hein. Sheffield est dans le top 10. Bon, c'est pas Ignol, Katowski est 13e aujourd'hui. Non, moi, ce qui m'intrigue, c'est la faiblesse de l'équipe au départ. Je vais vous parler de la start list. Omar Fraile, car lui, il a quand même disparu, Omar Fraile. Hein. Je pourrais même je vais vous dire combienième il a fini. Il a abandonné. Ouais. Faut savoir que il y a beaucoup de coureurs qui ont abandonné, mais je pense que le parcours était plus sécurisé. Voilà, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je pense que le parcours était plus sécurisé. Donc en gros, les mecs qui ont fini, les derniers classés sont à 10 minutes, après c'est abandon.
Parce que je pense que la sécurité du parcours était plus assurée. Et puis en plus, c'est un parcours qui est très court, il n'y a que 10 bornes, donc en gros, ça peut être dangereux de dédoubler un coureur. Mais quand tu regardes, Fraile a complètement disparu, et ensuite, je me disais, Axel Laurence au départ, c'est pas forcément le terrain où il est le plus efficace. Quand même, Axel Laurence, c'est un peu dur aujourd'hui, le trophée, on est sur plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Et la dernière, la montée du parcours, la montée principale, elle ne correspond pas à Axel Laurence. Et après, je me disais, Michael Léonard, Puccio, Artem Schmidt, quand on a connu quand même la Grande Sky, ça fait un peu mal au cul. Alors Puccio, il a toujours été là. Mais Puccio, avant, il avait un rôle surtout pour aller récupérer les bidons de boissons et les redistribuer devant. Et il n'y avait que Puccio sur les grands tours qui n'était pas exceptionnel. Là, Puccio, Léonard, Schmidt, Omar Fraile. Je vais regarder son début de saison à Omar Fraile parce que je pense que c'est vraiment pas exceptionnel. Oui, c'est bien la confirmation, c'est vraiment pas exceptionnel. C'est vrai que quand tu regardes ses résultats sur les dernières saisons, la courbe a fait belle glissade du côté de la courbe. Il a complètement disparu, Fraile. Alors après, il a 34 ans, mais il est sur le déclin depuis quelques temps quand même, Omar Fraile. Ça commence à se voir quand même du côté du coureur espagnol. Mais là, c'est dur, quoi. C'est dur du côté de cette formation d'emmener une équipe aussi faible. Alors oui, il marque quand même 95 points aujourd'hui, UCI. Donc c'est pas la dèche, loin de là. Mais je me disais, c'est l'effectif au départ. Waouh, c'est quand même faiblard. Et c'est inquiétant. Ce qui montre bien aussi que c'est inquiétant parce que cette équipe-là, pourquoi elle domine moins aujourd'hui ? Parce qu'elle a un collectif qui est quand même moins fort qu'à la grande époque de la Sky, où c'est vrai que t'avais quand même, je dirais, dans le top 15 des meilleurs coureurs du monde, t'en avais bien 10 qui étaient du côté de la Sky. Donc c'est là où c'est assez inquiétant, parce qu'aujourd'hui, Ineos, ils ont quand même du mal à attirer les Craquitos. Très clairement, Casrio n'est pas parti chez eux. Par exemple, il y en a plein qui ne sont pas allés chez eux. Là, il n'y a que Axel Laurence. Mais en gros, les autres très bons coureurs jeunes, ils vont pas chez Ineos. Maintenant, Ineos, ça n'attire plus. Et ce qui fait que l'effectif, il est de plus en plus moyen. Et quand tu vois le budget que met le sponsor, tu te dis, dans les années à venir, est-ce qu'il y aura encore un intérêt à mettre autant d'argent ? Parce que là, ça sert pas à grand-chose aujourd'hui. C'est pas là où c'est le plus intéressant. Donc dommage. Du côté de cette formation, c'est vrai que j'ai trouvé l'effectif très faible du côté de la Ineos. On poursuit avec Zana. Je ne l'avais pas vu depuis le début de saison, Zana. Alors je me disais, tiens, j'ai envie de le voir. En plus, on voit un peu la Jericho Alula aux avant-postes. Et puis en fait, non. Zana, il fait 49e aujourd'hui. C'est Davide De Preto qui est 11e pour cette formation. C'est même le seul qui est dans le top 100. De Preto, qui est dans l'équipe depuis l'an dernier, lui, il va peut-être passer encore plus un cap que l'an dernier. Parce que l'an dernier, c'était déjà pas mal De Preto. Là, ça va peut-être encore progresser pour le jeune Italien. Mais c'est vrai que Zana, c'est normalement le type de parcours qui lui convient extrêmement bien à Filippo Zana. C'est vrai, un parcours un peu punchy avec un peu de boss, des bosses qui font pas que 1 km, tu vois, une bosse de 4-5 km avec un temps d'effort assez intéressant. C'est le genre de truc qu'il aime bien, Zana. Et là, pour le moment, depuis le début d'année, c'est vrai qu'autour de la communauté de Valence, ça m'avait surpris parce qu'on ne l'avait pas vu de la semaine. J'avais pas vu le Grand Prix Castellone et la Classica de Communauté de Valenciana, mais il n'a pas fait non plus des grands résultats. Pour le moment, son meilleur classement, c'est 2e, mais du chrono par équipe du Tour de la Communauté de Valence. Sur les courses en ligne, son meilleur résultat, c'est 36e, donc c'est assez décevant pour le moment. Le début d'année, avec c'est vrai, Jericho Alula qu'on avait beaucoup vu en Australie, qu'on avait beaucoup vu sur le Alula Tour, donc en janvier. Par contre, ils sont vraiment rentrés dans le rang depuis du côté de cette équipe. Donc ça serait bien de réussir à remettre la machine en route, parce que là, du côté de Zana, c'est pas exceptionnel. Et puis il n'y a que Davide De Preto au final qui a obtenu un résultat aujourd'hui du côté de cette équipe. El Moseux, après tous les autres, ils sont là au-delà de la 50e place. Alors déjà, Zana est pas très loin de la 50e place, mais après les autres, c'est encore plus compliqué. De Marquis, je pense qu'il y a un moment, il faut savoir prendre sa retraite. Et Foldager également qui a abandonné.
Mais ouais, Chaiko Alula qui était parti vraiment pas mal sur un bon rythme. Bah, à part, il y a eu Ben O'Connor qu'on a un peu vu. Mais c'est vrai que pour le reste, c'est pas exceptionnel. Ron O'Vegan n'a pas forcément fait non plus un gros début de saison. Pour l'instant, ça manque un petit peu de rythme. Voilà, du côté de Chaiko Alula. Donc on va voir pour la suite. Et puis je termine avec une dernière équipe. Enfin, un dernier coureur, mais aussi une dernière équipe. Parce que c'est plus un flop pour cette équipe-là pour moi. Total Energy, mais en fait flop pour moi, pour Pierre Latour. Alors Burgodeau, il semblerait qu'il est tombé, Burgodeau, donc il faudra voir qu'il a abandonné sur chute. Mais moi je me demande comment chez Total Energy on peut emmener Pierre Latour sur cette course quand on connaît la descente du Cola Mikeri et quand on sait quand même qu'en ce moment Pierre Latour, confiance sur le vélo, c'est absolument pas ça. Enfin, je sais pas, mais moi... un mec qui n'est pas en confiance sur son vélo, qui n'arrive pas à descendre, je ne l'envoie pas sur le Trofeo Leguelia. Enfin, quand tu vois la descente, quand tu vois la difficulté de la descente, c'est une descente qui est difficile. Faut être en confiance sur son vélo. Si tu n'es pas en confiance sur ton vélo, c'est compliqué. Regardez, à un moment, Bettiol, par exemple, il a complètement foiré un virage. À un moment dans la descente, on avait les images. Alors, les images n'étaient pas de très bonne qualité. Aujourd'hui, ça sautait énormément au niveau du faisceau télé. Mais t'en vois pas Pierre Latour sur cette épreuve-là. Enfin, à part pour le mettre encore plus en difficulté et pour qu'il arrête sa carrière en cours de saison, mais je vois pas l'intérêt. Là, du côté de Pierre Latour, faut le mettre sur des parcours qui sont pas hyper techniques. Faut lui redonner de la confiance. Son gros problème aujourd'hui à Pierre Latour, c'est que c'est un coureur qui est complètement perdu. Enfin, c'est un coureur qui est complètement perdu, qui n'arrive plus à être dans le coup, et il faut lui redonner de la confiance. Tu ne redonnes pas de la confiance à un coureur sur un parcours aussi technique, quand son principal défaut, c'est la technique sur le vélo. Donc là, je crois qu'il y a il y a une véritable erreur du côté de la Total Energy sur la gestion de Pierre Latour et sur la gestion des courses sur lesquelles on l'emmène. Enfin là, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, Mathieu Burgodeau, c'est dommage parce qu'il commençait il reprenait un petit peu du rythme là, à Drôme et Ardèche. Donc s'il a abandonné sur chute, c'est dommageable. Alors oui, il y a Matteo Vercher qui marque des points et bon, Jordan Jegat, mais c'est quand même une course décevante parce que lâché à 2 tours de l'arrivée et puis lâché assez loin, au final il fait que 28ème, Jordan Jegat, donc pas non plus exceptionnel. Alexandre Delettre, je commence à m'inquiéter un petit peu, parce que c'est vrai que j'étais plutôt confiant pour lui après sa bonne saison chez Saint-Michel, Aubert 93, mais là, pour le moment, c'est loin en termes de résultats. Alexis Brenel, malgré les premiers résultats sur les premières courses, pour le moment, on le voit quand même plus en queue de peloton que dans les pelotons, notamment hier du côté du Sama. Donc ouais, l'équipe, en fait, il y avait une belle dynamique, je trouve, sur le mois de janvier, mois de février, début de janvier, début février. Et puis la dynamique s'est quand même un peu arrêtée là depuis quelques temps. Alors oui, tu as quand même Émilien Janière, mais c'est plus des individualités qui t'apportent des résultats qu'un collectif fort. Or, je trouvais que le collectif avait été plutôt intéressant sur certaines épreuves, notamment le Halou Latour. Et là, c'est vrai que je me dis, mais quelle idée de mettre Pierre Latour sur un parcours comme ça. Enfin, faut être un peu stupide du côté de la sélection, des mecs qui gèrent la sélection des coureurs. Faut être un peu stupide d'emmener Pierre Latour sur un parcours aussi technique. Donc, ouais, je comprends pas l'idée de la Total Energy avec ce coureur. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain pour le biathlon. Et puis samedi, Strade Bianche, voilà, pour le cyclisme. Et puis il y aura peut-être une présentation d'Estrade vendredi, normalement sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.